Eh bien, à nouveau, bonjour à toutes et tous pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire en partenariat avec Redagio, Saint-Brieuc-Armor Agglomération et Mauges Communauté, donc nos deux intervenantes du jour qui vont nous parler de une approche de l'accompagnement à la déconnexion des eaux pluviales, en particulier dans le domaine privé. On est très heureux que vous soyez aussi nombreux. En tout cas, il y avait un grand intérêt en termes d'inscription. C'est un sujet qui, a priori, questionne de plus en plus la déconnexion des eaux pluviales en domaine privé. Et donc, on va pouvoir faire du retour d'expérience pendant à peu près 1h30. Voilà, donc avant de faire la petite introduction sur pourquoi ce webinaire aujourd'hui, juste quelques petites consignes, même si je sais que Rosalie pilote globalement les micros. Alors, savoir que effectivement le webinaire, comme on le disait tout à l'heure, est enregistré. Donc, si vous souhaitez ne pas être vu sur les replays, vous pouvez couper votre vidéo, bien entendu. Pendant les interventions, et évitez aussi d'ouvrir votre micro. De toute façon, on a un contrôle entre guillemets régie sur les micros. Juste à savoir également que chaque intervenant sera donc toutes les interventions on y ajoutera donc une phase de questions-réponses qui durera à peu près 10 minutes. Donc pendant la présentation, ce qu'il faut faire, c'est de poser vos questions sur le volet conversation du module Teams. Voilà, et je m'aperçois à l'instant que ma présentation est encore partie. Voilà, c'est pas grave. C'est les joies du direct. Tu confirmes, Rosalie, que tu vois plus ma présentation? Ouais, tout à fait, ouais. J'espère que ça va pas durer. Moi, j'ajoute en attendant que ce webinaire donc, est enregistré et après, on le mettra il sera mis sur la chaîne YouTube de Redagio et envoyé évidemment à toutes les personnes qui se sont inscrites, mais également, comment dire, il sera en accès libre. Donc, de toute façon, il pourra circuler au sein de vos équipes, vos partenaires, etc. Donc, voilà. C'est bon, on a Ok, récupéré ta présentation, Franck. merci Rosalie de combler les vides potentiels. Ouais, donc je disais pour la partie question, donc surtout c'est important d'utiliser le module conversation pour poser vos questions. Et puis Rosalie se chargera justement de récupérer, alors peut-être pas toutes les questions, mais en tout cas les questions les plus pertinentes pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Voilà, donc sur les aspects techniques, donc au programme de ce webinaire, donc je rappelle un webinaire qui devrait durer à peu près 1h30, une première partie de présentation et d'introduction du webinaire et de l'association Adopta par mes soins. Ensuite, Rosalie prendra le relais pour présenter Redagio. Je reprendrai la main pour faire une présentation du guide, donc je débranche ma gouttière, un guide qui a été édité depuis juin 2025 et qui aussi a beaucoup d'intérêt puisqu'on a eu pas mal d'appels concernant ce guide, je débranche ma gouttière. Donc ensuite 15h10, Blanche prendra la main pour proposer son rétex de Moche Communauté avec une approche d'accompagnement à la déconnexion des particuliers et c'est pas une chose aisée, mais en tout cas c'est un beau retour d'expérience. Donc comme je le disais, ce sera suivi de 10 minutes de questions-réponses. Ensuite Claire prendra la main pour présenter plutôt une démarche d'accompagnement d'ordre stratégique cette fois-ci, avec toujours pareil, une série de questions-réponses de 10 minutes environ. Et puis on conclura, normalement si tout se passe bien, avec Rosalie et puis Jean-Jacques Hérin, qui devrait nous rejoindre. Là, il était pris sur ses engagements, notamment auprès de l'AST, et donc il devrait nous rejoindre très vite et participer à la conclusion de ce webinaire. Voilà. Alors, très rapidement, parce qu'on voudrait vraiment laisser la main à Blanche et Claire sur leur retour d'expérience.
Juste pour vous dire en termes d'introduction que effectivement le sujet de la déconnexion en domaine privé est un sujet qui commence à avoir de plus en plus d'intérêt et à progresser fortement, notamment au niveau des acteurs de l'aménagement. Euh, alors si les collectivités peuvent agir rapidement, je dirais, sur le domaine public, il faut avoir quelques petits chiffres en tête. Justement, le domaine public, c'est à peu près 20%, 20%, entre 20 et 30% du foncier, là où justement, et c'est pour ça qu'on souhaite en parler aussi, en tout cas c'est un des arguments, le domaine privé représente à peu près les 80 à 70% restants. Alors c'est quoi le domaine privé, hein? Ce sont évidemment, on va retrouver les logements individuels, les logements collectifs, mais aussi les activités de service, les activités économiques. Et donc, à travers quand on parle des activités économiques, évidemment, on parle à la fois de la petite boulangerie de la rue avec les petits croissants que vous aimez bien aller chercher quelquefois le matin, et la grosse zone industrielle avec de la logistique et différents groupes qui ont une emprise foncière parfois très importante. Dans les logements collectifs aussi, on va penser aussi aux bailleurs sociaux qui sont une cible intéressante parce que justement elles ont beaucoup de foncier et qu'elles peuvent constituer aussi une priorité quand on commence à s'attaquer au domaine privé parce que voilà, elles sont assez propices à la déconnexion des eaux pluviales et des solutions de gestion durable intégrée des eaux pluviales. Alors, grosso modo, quand on parle de 80-20 ou de 70-30 en moyenne, Moi, il je faut suis quand même... pas, j'ai l'impression que, je sais pas si les slides défilent de ton côté, mais pas du Non, nôtre. non, non, Si, c'est tout à fait c'est bon. normal. Ouais, tout va Ah bien. bah très bien, Après, on s'affole pas. ouais, tout à fait. C'est juste ce petit discours introductif. Ouais, bien Voilà, sûr. donc je disais justement, effectivement, ces chiffres de 80-20 ou 70-30 sont quand même globalement à nuancer. Pourquoi? Parce que finalement, sur le domaine, le taux d'imperméabilisation le plus élevé, en moyenne, c'est à peu près 80%. Donc là, je parle évidemment du domaine public. Donc 80% de taux d'imperméabilisation sur le domaine public contre à peu près, alors c'est assez variable, on va dire 30 jusqu'à 80% en domaine privé. Voilà. Donc attention, hein, on peut avoir l'impression en premier regard comme ça que le domaine privé est particulièrement conséquent, mais quand on regarde d'un peu plus près, le taux d'imperméabilisation est quand même beaucoup plus élevé dans le domaine public. Et puis forcément, ça constitue une cible prioritaire parce que c'est plus facile d'agir pour les collectivités qui en sont prioritaires, de mettre en œuvre une politique volontariste de gestion durable et intégrée des eaux pluviales, alors que dans le domaine privé, hormis l'urbanisation nouvelle qui, elle, est réglementée en termes de déconnexion des eaux pluviales, on va s'attaquer à une tâche particulièrement difficile quand il s'agit de travailler sur l'urbanisation privée existante. Et c'est justement là où on en vient, c'est que même si c'est difficile, et on le verra à travers les interventions et les témoignages de Claire et Blanche, c'est pas impossible. Et il y a aussi de belles opportunités de déconnexion dans le secteur privé, en particulier, enfin je dis en particulier, mais surtout pour les particuliers, qui sont un sujet très délicat. Donc il s'agit de convaincre, et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi vous présenter deux témoignages très intéressants de déconnexion, d'accompagnement à la déconnexion dans le domaine privé à travers des exemples de particuliers. Voilà, donc j'en viens rapidement à la présentation de l'association Adopta. Pour la petite histoire, l'association Adopta existe depuis maintenant presque 30 ans. On fêtera nos 30 années en 2027. Donc c'est une association justement qui est née d'une crise dans fin des années 80, début des années 90, puisqu'elle a subi 5 inondations successives. Donc je parle de la ville de Douai, 5 inondations successives dans le même quartier. Et donc évidemment, vous comprendrez que politiquement, c'était pas tenable. Et donc c'est à ce moment-là que Jean-Jacques Hérin, donc président de l'association, qui était à l'époque directeur technique des services de la ville de Douai, a commencé à rechercher des solutions. Et à travers la ville de Bordeaux, il a commencé à découvrir des approches un peu différentes
Alors, la ville de Bordeaux, à l'époque, si elle tamponnait un peu les eaux pluviales, mais elle ne les infiltrait pas directement dans le sol, c'est-à-dire qu'elle repartait au réseau en débit limité, mais il n'y avait pas d'infiltration. Et donc, force de tous ces constats, entre guillemets, d'un benchmarking organisé à l'époque, Monsieur Hérin et son équipe, ainsi que les élus de la ville de Douai, ont commencé à travailler sur une stratégie de gestion durable et intégrée des eaux pluviales pour aujourd'hui arriver à des chiffres qui sont quand même globalement conséquents, puisque la ville de Douai, c'est 33% de son réseau de voirie qui est aujourd'hui déconnecté. Ça représente à peu près 51 km de voirie qui sont complètement déconnectés en gestion à la parcelle. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même très, très importants et qui montrent vraiment l'efficacité de la politique qui a été mise en œuvre depuis 30 ans. Voilà, donc l'association aujourd'hui, elle rayonne au niveau national. Elle est implantée dans différents territoires avec des animations et donc du personnel de l'association Adopta. Évidemment, l'ancrage historique de l'association douaisienne, ce sont les Hauts-de-France. On retrouve ici 3 animateurs qui travaillent au quotidien à faire avancer la cause de la gestion durable intégrée des eaux pluviales, à déconnecter, à désimperméabiliser, en tout cas d'accompagner régulièrement et de sensibiliser le plus grand nombre. On va retrouver aussi une animation rameuse et puis surtout, alors je dis surtout parce que l'objet de ce webinaire vient aussi de ces différentes conversations, discussions qui ont lieu à l'époque en Mayenne, hein, d'où l'animation. Là, je serais très heureux aussi de vous présenter après Alia Alexandre qui remplace Valentine, qui était en poste sur la Mayenne. Et donc, c'est une animation qui a été préparée. Je la remercie si par hasard elle était là. Donc, Valentine, si tu nous écoutes, merci pour toute la préparation de ce webinaire. Et donc, évidemment, on intervient partout en France à la demande sur des actions de sensibilisation, de promotion de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. On intervient aussi en termes d'accompagnement technique et organisationnel, technique de projets d'aménagement, que vous souhaiteriez voir vertueux en termes de gestion durable intégrée des eaux pluviales. Et puis, le troisième pan de notre activité, c'est la formation professionnelle, où là, on forme régulièrement l'ensemble des acteurs de l'aménagement, en passant par, je parle des collectivités, jusqu'aux entreprises de travaux publics, en passant par les bureaux d'études. Voilà, donc c'est une des formations qui progressent régulièrement, et donc on voit vraiment aussi à travers ces indicateurs que on est en train de basculer du pourquoi il faut faire de la GDIEP, pourquoi répondre à l'ensemble de des enjeux, y compris environnementaux, à comment on fait de la GDIEP. Voilà. Et donc l'association, et là j'en terminerai ici, donc fédère à peu près 200 professionnels, comme je disais, donc collectivités territoriales, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, entreprises de travaux publics qui, à nos côtés, nous soutiennent évidemment, parfois sont des très bons intervenants, c'est un peu l'exemple qu'on a ici aujourd'hui lors du webinaire, et puis peuvent bénéficier des conseils réguliers de l'association qui est reconnue en termes d'expertise opérationnelle. Voilà. Et je n'irai pas plus loin sur la présentation, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. En tout cas, là, vous avez les différents formats d'animation et de services possibles. Alors, je vais quand même présenter rapidement les différentes publications, donc fiches techniques, fiches de sensibilisation que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de l'association. Et puis, un des outils incontournables basé à Douai, c'est donc le showroom de Douai, qui présente l'ensemble des solutions et de la boîte à outils de solutions durables intégrées des eaux pluviales. Voilà. Vous pouvez évidemment nous retrouver aussi sur nos réseaux, LinkedIn et puis Facebook, ainsi que YouTube, où vous retrouvez justement l'ensemble des webinaires, y compris celui-ci qu'on a pu réaliser depuis 2024. Voilà, je laisse la main à Rosalie pour la présentation du réseau Redagio. Merci beaucoup, Franck.
Redagio, donc réseau des acteurs de la gestion intégrée des eaux pluviales du Grand Ouest. J'en profite pour saluer parce que je sais qu'il y a plusieurs membres de Redagio qui sont là présents cet après-midi avec nous. Alors nous, on a l'ambition un jour de devenir un peu comme Adopta, voire comme le Grey, qui sont un petit peu nos parrains, marraines, nos grands frères, grandes sœurs, donc dans le nord et dans la région lyonnaise. On est beaucoup plus récent en termes d'organisation, puisque moi je suis là depuis maintenant 2 ans et demi, et je pense que le réseau a dû commencer à se structurer, ça doit faire 7-8 ans à peu près. Et l'idée, c'était de pouvoir échanger, partager des expériences sur la question de la gestion intégrée des eaux pluviales dans tout le Grand Ouest. Franck, je te laisse passer la slide, s'il te plaît. On irrigue tout ce territoire-là. On n'est pas une association, pas encore, sans doute dans les prochaines années. Et aujourd'hui, on est financé uniquement par des collectivités, qui sont les 12 que vous voyez sur cette carte. Et si tout va bien, en principe, Saint-Brieuc-Armor Agglomération, qui est donc représentée avec nous cet après-midi, devrait nous rejoindre en cours d'année. C'est pas la seule collectivité à être intéressée. D'ailleurs, il y a des collectivités parmi vous qui ont envie de participer à cette dynamique, évidemment, vous pouvez me contacter. C'est moi qui vous ai envoyé le lien de connexion pour cet après-midi. Et on pourra prendre le temps d'échanger. Je te laisse passer la slide, Franck, s'il te plaît. On a une charte qui permet d'un petit peu cadrer notre action et qui définit nos objectifs. La charte, vous pouvez la télécharger sur le site de Redagio. Nos objectifs, c'est donc la montée en compétence, la construction d'une culture commune, sensibilisation et fédération de l'ensemble des acteurs et promotion des bonnes pratiques. Je te laisse passer, Franck, s'il te plaît. Et même si on est financé aujourd'hui uniquement par des collectivités, notre ambition, c'est quand même de fédérer tous les acteurs de l'ensemble de la chaîne de l'aménagement. Donc, s'il y a parmi vous aussi des bureaux d'études, des architectes, des paysagistes, tout ce qui ressemble à de la maîtrise d'œuvre ou de l'AMO, vous êtes les bienvenus au sein du réseau pour, et bien sûr, participer à nos événements, donc comme par exemple le webinaire de cet après-midi, mais aussi à nos journées techniques. Et évidemment, on est en lien avec un certain nombre d'autres structures. Voilà. Je te laisse passer. Et très concrètement, qu'est-ce qu'on organise? Donc, des webinaires comme celui cet après-midi, des webcafés mensuels, même si on est en train de faire évoluer le format pour en faire plus des espèces de webinaires internes, des journées techniques avec des visites d'ouvrages, et selon la demande, on fait de l'assistance aux collectivités, des sessions de sensibilisation. On est en train de commencer vraiment cet axe-là qui pour nous est très important, c'est-à-dire qu'on vient faire des sessions de sensibilisation, par exemple, dans les établissements d'enseignement supérieur et professionnel. On a commencé avec, on aura fait 2 écoles d'ingénieurs normalement cette année, et on est en discussion avec un établissement de formation professionnelle de travaux publics aussi, pour former les générations enfin en tout cas donner envie puisque c'est pas des formations stricto sensu, donner envie aux futures générations professionnelles de s'emparer du sujet. Je te laisse passer. Et donc ça, ce sont des exemples. Alors ça, pareil, on va passer rapidement là-dessus, c'est pas la peine de détailler. Vous avez tout ça de toute façon sur le site internet de Redagio. Ça, ce sont nos dernières journées techniques. C'est des exemples de partenariats. Si vous êtes membre d'une structure et que vous vous intéressez, c'est parce que l'AGF, c'est pas votre cœur de sujet, mais que vous vous intéressez quand même au sujet et que vous êtes sur le territoire du Grand Ouest, on peut tout à fait imaginer de monter une journée ensemble. Là, la TBVB, par exemple, à Rennes, c'était l'Association des techniciens de bassin versant de Bretagne. Le CERIB, rien à voir, c'était le Centre d'études et de recherche sur l'industrie du béton. Et dans les 2 cas, les journées se sont très, très bien passées. Les participants étaient très, très contents, très satisfaits. Voilà, je te laisse passer. Et ça, ce sont donc des exemples de webinaires qu'on organise. Ils sont tous sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver facilement. Je pense qu'on vous enverra la présentation complète de cet après-midi. Et si vous cliquez sur les images, vous accédez directement au replay du webinaire. Donc l'idée, c'est d'aborder le sujet de la GIEP par différents angles, que ce soit la voirie, la désimperméabilisation des cours d'école, les aides de l'agence de l'eau, etc., etc. L'entretien des ouvrages végétalisés, etc. Mais aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est la déconnexion des eaux pluviales. C'est l'Adopta qui nous avait proposé de se mettre en partenariat sur ce sujet, et je pense que l'affluence d'aujourd'hui témoigne que c'était une bonne idée. Et je voudrais juste ajouter pour terminer que si vous n'avez pas encore de temps à consacrer à Redagio pour le moment, mais que vous aimeriez bien commencer à recevoir nos informations, alors, il y a la newsletter, vous avez le QR code là, bien sûr, mais sinon, tout simplement sur le site internet de Redagio, vous n'allez pas être bombardé de mails. C'est en fonction de l'actualité et de Redagio et de nos partenaires.
Voilà, il faut que ce soit des événements qui aient lieu dans le Grand Ouest, des ressources, des guides. Si vous voulez être dans la newsletter de Redagio, vous pouvez nous écrire. Moi, je suis aujourd'hui la seule chargée de mission, donc c'est moi qui répondrai à vos mails. Et bien sûr, on a également LinkedIn et YouTube qu'on n'exploite sans doute pas assez, j'imagine, comme tout le monde. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on fait, nous, on préfère en tout cas faire des actions qui aient du sens, qui fonctionnent, qui soient vraiment en prise avec les problématiques de terrain, plutôt que de se multiplier sur tous les terrains, quoi. Voilà. Et donc moi, aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper donc de récupérer les questions que vous allez poser en clavardage. Je le rappelle pour les personnes qui sont arrivées là en cours de route. Et je vais m'arrêter là. Et je pense que je peux te repasser la main, Franck, sur la présentation du guide de l'Adopta. Il faut juste que tu ouvres ton micro. Pardon, merci Rosalie pour le passage de témoin. Donc oui, l'objectif là, c'est de vous présenter cette fameuse brochure Je débranche ma gouttière qui a été construite vraiment à destination des particuliers, mais vous verrez que voilà, évidemment, les élus comme les techniciens de collectivité peuvent aussi se saisir de cette brochure pour justement favoriser l'accompagnement des particuliers pour que la déconnexion des gouttières se fasse dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'est une brochure qui s'est voulue très pédagogique, très visuelle, pour qu'on puisse être assez percutant, comme on dit souvent, hein, une image vaut au moins 1000 mots. Juste revenir un petit peu sur le contexte de création de cette brochure, de ce guide Je débranche ma gouttière. Tout simplement, il y a eu un certain nombre d'échanges qui avaient été initiés à partir de 2024 entre l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne et les deux conseils départementaux que sont la Mayenne et la Maine-et-Loire, ainsi que évidemment l'association Adopta. Justement pour trouver un pendant, une suite aux actions qui étaient déjà mises en œuvre sur le territoire, à savoir des actions de type grand public, souvent qui sont organisées soit en semaine, soit en week-end, avec le réseau Infiltro, et en particulier un outil qui est assez plébiscité et qui a son petit effet. Ce sont les maquettes d'infiltration et qui sont en fait démonstratrices des différentes solutions de gestion durable des eaux pluviales, qui expliquent un peu le cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, et tout ça pour le grand public. Et donc il y avait des outils à peu près similaires pour chaque département, que ce soit la Mayenne ou le Maine-et-Loire. Donc des outils qui avaient un certain succès, mais qui justement manquaient un peu il manquait un outil en fait pour que, une fois que les échanges et l'intérêt grandissait sur les stands dans les différentes collectivités où étaient présentées ces maquettes, bah, il nous fallait un outil pour que les particuliers, voire d'autres acteurs, puissent repartir finalement avec une brochure assez simple pour pouvoir, par eux-mêmes, pourquoi pas, débrancher leur gouttière. Donc c'est comme ça que l'idée est née. D'avoir un outil supplémentaire pour ces actions de sensibilisation grand public. Et donc pourquoi je débranche ma gouttière? Parce que justement, quand on parle de cette brochure, on va évidemment essayer de sensibiliser aux grands enjeux de gestion de l'eau pluviale, et surtout d'avoir une gestion durable et de gérer l'eau de pluie durablement sur son terrain. Et donc les enjeux, c'est effectivement de devenir responsable de l'eau de pluie qui tombe sur son terrain. Évidemment, de faire des économies, puisque vous pouvez bien évidemment récupérer l'eau de pluie qui tombe sur votre terrain, de lutter contre les inondations et potentiellement la pollution des rivières, de participer grâce à cette action à l'adaptation au changement climatique, et puis finalement de pouvoir continuer, parce que là les enjeux sont grandissants, et à travers ces approches-là de déconnexion des gouttières, vous pourrez probablement continuer à bien arroser votre jardin en ce moment et dans les années à venir. C'est la meilleure approche qui soit, et sans oublier évidemment l'effet îlot de chaleur de se rafraîchir plus facilement l'été. Il y a un point qu'on aurait pu rajouter qui n'est pas présent, mais voilà, toutes ces approches de déconnexion des eaux pluviales permettent justement de réhydrater les sols,
Et évidemment, quand on parle de réhydrater les sols, on parle de l'eau, de sol, de végétation. Et donc, quand on parle de ce triptyque-là, on parle de biodiversité. Donc, c'est une approche qui permet justement aussi qui est très favorable à la biodiversité, quand on peut bénéficier, quand on a la chance en tout cas de bénéficier d'un terrain en tant que particulier. Alors, l'objectif, c'est évidemment, je le disais en introduction, hein, c'est d'abord un support de communication à destination des particuliers, donc il se veut très concis, très simple, avec beaucoup de schémas et de photos. Donc on a essayé vraiment de faire passer l'essentiel des messages de manière très simple. Alors c'est une brochure en plus qui est évolutive, puisque là vous voyez un œillet, l'idée c'est de pouvoir la manipuler très facilement, mais on l'a fait évoluer dernièrement avec un anneau, parce qu'on avait remarqué que c'était pas si simple à manipuler. Et puis surtout elle est évolutive, c'est-à-dire que là par exemple pour l'instant on n'a pas de témoignage de particulier sur cette brochure, sur ce guide, et on espère très prochainement pouvoir rajouter un petit volet de témoignages de particuliers qui auraient déconnecté leur gouttière. Comme je le précisais aussi, donc l'outil n'est pas uniquement destiné aux particuliers, mais à accompagner les collectivités, les élus et leurs techniciens dans l'accompagnement de ce public de ce public-là. Alors la publication est sortie donc en juin 2025 et je tiens à nouveau à remercier l'ensemble des participants qui à l'époque étaient évidemment les deux départements, l'association Adopta évidemment, mais aussi Moche Communauté qui avait, si ma mémoire est bonne, commencé à échanger sur ce sujet de déconnexion dans le domaine privé, et puis Angers Loire Métropole qui aussi avait manifesté leur intérêt de participer à la construction de cette plaquette, de cette brochure Je débranche ma gouttière. Et donc, il aura fallu un an entre le début des échanges et finalement l'édition en juin 2025. C'est à peu près 7 groupes de travail qui ont eu lieu. Et donc, je félicite encore, moi, le groupe de travail pour la rapidité de l'édition de cette plaquette, parce que c'est pas simple de travailler sur l'édition de plaquettes diverses et variées. On n'est pas des professionnels de la communication, même si on est soutenu par la conception graphique. Ici, vous le voyez, Filigrane Studio, qui nous a aidé dans la conception de cette plaquette. Donc bravo, parce que le résultat, il est au rendez-vous. Et en plus, on est déjà sollicité par d'autres collectivités qui s'intéressent à cette brochure et qui voudraient la reprendre, voire la dupliquer pour pouvoir la distribuer plus facilement sur leur territoire. Alors rapidement, voilà, c'est une brochure qui se compose de différentes parties. Comme je le disais tout à l'heure, pourquoi je débranche ma gouttière et le lien avec les différents enjeux. On va retrouver les grands principes de la gestion durable intégrée des eaux pluviales, l'historique, la réglementation qui s'applique, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus en termes de déconnexion des eaux pluviales sur son terrain. Tout un guide technique qui permet d'identifier les différentes gouttières potentielles à déconnecter, de choisir la meilleure des solutions. Et cette solution, vous avez quelques exemples ici dans cette brochure, à savoir l'épandage simple, l'anou, le jardin de pluie, ou encore le récupérateur d'eau. Et un tuto, c'était ça le plus important, donc un tuto qui montre comment débrancher sa gouttière. Et puis à la fin de chaque brochure, vous avez un volet contact qui est différent en fonction de là où on se situe. Effectivement, on a cette brochure sur le Douaisis, mais effectivement le contact principal sera Adopta. Par contre, vous avez d'autres contacts prioritaires sur la Mayenne et ça pourrait être le cas partout ailleurs. Voilà, tout à l'heure on parlait d'un point essentiel, hein, c'est aussi de faire connaître la réglementation aux particuliers. Et ce qui était intéressant aussi, parce qu'on a essayé de rendre les choses le plus ludiques possible. Et là, vous avez une partie réglementation avec des questions-réponses. À vous de jouer, vous avez les réponses qui sont indiquées à l'envers. Donc ça permet de faire travailler un petit peu et de s'amuser tout en apprenant la réglementation sur du domaine privé. Aussi quelques notions à savoir, hein, des choses assez basiques, mais qui sont quand même importantes d'avoir en tête sur les différentes connaissances à avoir en termes de déconnexion des eaux pluviales.
Et puis, ben, à un moment donné, il faut quand même prendre quelques précautions. Ces précautions, c'est quand même de calculer les volumes d'eau de pluie à collecter. Et donc, vous avez là tout un tas c'est ce qu'on appelle le fameux tuto, qui vous permet pas à pas de comprendre les volumes que vous aurez à collecter sur votre terrain, sur votre maison, et donc de pouvoir envisager les volumes et je dirais, les aménagements à réaliser. Et vous avez justement pour chaque aménagement des petits pictogrammes qui vous expliquent à la fois la difficulté, le coût, pardon, et la durée de mise en œuvre de ces aménagements. Et pour terminer, donc je le disais, hein, voilà, une série de petits tutos. Alors, il n'est pas impossible que on fasse potentiellement des vidéos à l'avenir, mais vous avez dans cette brochure tout un tas de petits dessins pour expliquer comment débrancher sa gouttière. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette brochure gratuitement sur l'ensemble des sites des partenaires, y compris Redagio. Je pense que pour les collectivités, donc les partenaires présents aujourd'hui, c'est la même chose. Et puis évidemment, vous retrouvez cette brochure sur le site de l'Adopta. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de la plaquette Je débranche ma gouttière et je vais laisser la main maintenant. Si, hop, voilà. J'ai juste, Donc, avant que Blanche prenne la parole, une toute petite question. Alors déjà, il y a plusieurs personnes qui ont demandé, enfin une personne qui a demandé où vous pouvez récupérer cette brochure. Donc le lien est dans le clavardage, a été mis dans le clavardage. Et c'est sur le site internet de l'Adopta, comme tu l'as dit, Franck, et vous avez directement le lien. oui, Est-il possible d'adapter la brochure à nos territoires? D'avance, merci. J'imagine que les gens peuvent oui, s'en inspirer, et puis sinon vous oui. contacter. Voilà. Alors après, je pense il faudra avoir un échange puisque on va dire que la conception, elle est quand même liée au partenaire initial. Moi, j'ai eu des demandes de différentes collectivités pour reprendre la brochure dans l'état, avec justement un volet contact différent en dernier volet pour éviter que, enfin, en tout cas pour que les collectivités intéressées puissent se rapprocher de la personne à contacter en cas de besoin, en cas d'aide. Mais tout à fait ouvert à imaginer l'essaimage et la distribution de cette plaquette, voire de la faire évoluer si les partenaires donc de la brochure initiale étaient OK pour ça, quoi. Voilà, donc il y a encore des questions peut-être, Rosaline, Non, ou je peux laisser il la n'y a pas de main. questions, et on est même un petit peu en avance. Ok, super. Bon, j'avais senti que j'étais un petit peu en retard, donc j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite sur la brochure. Voilà, donc je vais laisser la main à Moche Communauté qui va nous présenter son témoignage et puis le retour d'expérience d'un accompagnement de déconnexion à la gouttière pour les particuliers. Voilà, je laisse la main. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Rosalie, Franck? On Tout à t'entend très fait. bien, Blanche. Ok. Donc moi, je suis Blanche Sauvestre, je suis technicienne eau pluviale à Mauges Communauté. Tu peux passer, Franck. Donc, je vous présente rapidement notre collectivité. Donc, on est situé dans le Maine-et-Loire. On est une communauté d'agglomération qui regroupe 6 communes, avec la particularité que chacune de ces communes est l'agglomération d'anciennes communes, des communes déléguées. Donc aujourd'hui, on parle bien de communes, mais au total, c'est l'équivalent de bon nombre de communes déléguées qui sont regroupées dans la communauté d'agglomération de Mauges Communauté. On est 120 000 habitants, donc c'est une communauté d'agglomération relativement rurale. La compétence eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines, elle a été transférée à la collectivité depuis 2020. Nous sommes 87 personnes au pôle grand cycle de l'eau à travailler vraiment sur la thématique du cycle de l'eau. On est répartis de la sorte, 41 personnes qui exploitent les systèmes d'assainissement et les réseaux d'eau pluviale. Voilà, donc une exploitation en régie principalement. On a une commune, on a encore de la délégation, mais sinon on est quand même nombreux en exploitation. Un service contrôle conseil, donc pour tout ce qui est contrôle et des bons raccordements des habitants et conseils sur les modalités de raccordement. Je suis d'ailleurs accompagnée d'un des collègues du service contrôle conseil qui veille à ce que je dis. On est 9 personnes au pôle administratif et moi je fais partie du service patrimoine où on est 20 personnes.
avec notamment le bureau d'études qui fait les travaux sur le territoire. Et donc, notre service eau pluviale, on fait partie de l'entité patrimoine. On est 3 personnes à temps plein, plus un apprenti, donc c'est pour ça 3,5 personnes. Et je me permets de le dire, on sera bientôt 4, puisque si vous regardez sur notre site internet, on a une offre d'emploi en cours pour recruter du coup une autre personne technicienne ou technicien eau pluviale. Donc, avis à la population. La caméra. Hop. Non, tu peux revenir, pardon, Franck. Je voulais faire un peu un focus sur les missions de notre groupe avant de parler vraiment de la déconnexion, enfin de notre service eau pluviale. On a plusieurs missions et on s'est amusé, enfin on a analysé un peu les missions qu'on avait en fonction de si elles étaient plutôt réglementaires, donc régaliennes ou pas. Donc je vous laisse lire, voilà, on a une diversité assez forte quand même des missions. Enfin, moi, mes journées sont assez variées en fonction des tâches qui m'incombent. Et dans les missions qui sont plutôt non régaliennes et qui sont par contre actées politiquement, parce on en a certaines sur lesquelles on est en discussion politique. Enfin, voilà, il y a pas, est-ce qu'on dédie du temps à ça ou pas, c'est pas vraiment acté. Mais dans les missions non régaliennes actées politiquement, il y a l'accompagnement justement des habitants dans la gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc là, c'est l'objet de ce webinaire. Je vais faire un zoom sur cette partie-là. Tu peux passer, Franck. Donc, l'accompagnement des habitants GIEP, dans quel cas ça arrive? Par exemple, c'est quand il y a des non-conformités existantes où les habitants ont leurs eaux pluviales dans les eaux usées ou inversement, mais moi, c'est surtout les eaux pluviales dans les eaux usées qui m'intéressent, on va dire. On peut aussi les accompagner au stade de la conception d'une autorisation des droits du sol, donc un permis de construire, une déclaration préalable, etc. Au stade de la réalisation d'un projet, donc une fois que l'ADS est réalisé et que le permis de construire est déposé, on va aussi les accompagner concrètement sur le terrain pour savoir comment faire de la déconnexion. Et puis on a le sujet aussi, alors plus nouveau, on va dire, de tout ce qui est compensation post-93, donc en lien avec la loi de 1992. Voilà. Là, je vais faire un zoom aujourd'hui sur vraiment le cas de la non-conformité. Donc, je vais prendre un exemple très concret, en fait, qui a eu lieu, que je vais vous expliquer. Je vais vous présenter la démarche. Donc, c'est l'exemple des rues Corneille et Boileau à Saint-Macaire-en-Mauges. Donc, c'est la commune de Sèvres-Moine. En fait, pour le contexte, donc mes collègues du bureau d'études travaillent à des projets de mise en séparatif. Et il se trouvait que dans ces rues-là, on avait un réseau qui était unitaire, donc mise en séparatif prévue. Dans ce cadre-là, quand on fait des travaux de mise en séparatif, il y a toujours une réunion publique qui se tient, qui est ouverte à tous les habitants. On fait du boitage pour que les gens soient invités à cette réunion publique. Ça nous permet de présenter le projet, d'aborder la notion de planning avec eux. Et c'est aussi le moment de leur dire qu'on peut faire de la gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc, on explique ce que c'est rapidement. Mais en tout cas, on leur dit que c'est possible qu'on les accompagne. Et c'est là un moment clé parce qu'on leur dit, voilà nos contacts. Si vous avez des questions sur ce que c'est la GIEP, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et il s'est passé quelque chose de particulier dans ces rues Corneille et Boileau. Je ne sais pas s'il y a des habitants de ces rues-là qui écoutent, mais en tout cas, il y a eu une très belle démarche que j'ai appelée un peu citoyenne de quartier. En fait, il y a 2 habitantes qui ont fait elles-mêmes un boitage, c'est-à-dire qu'elles ont créé un petit document papier qu'elles ont mis dans les boîtes aux lettres de tous leurs voisins pour connaître les personnes désireuses d'avoir un rendez-vous GIEP avec le service eau pluviale de Mauges Communauté. Donc moi, elles m'ont énormément facilité le travail parce qu'en fait, elles ont collecté les noms des personnes qui voulaient que je vienne les voir. Donc elles sont revenues vers moi en me donnant une liste quand même de 16 personnes, donc 16 habitants, qui avaient envie de savoir ce que c'était la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc, j'ai organisé 16 rendez-vous donc avec les 16 habitants au cours de l'hiver 2024, donc novembre-décembre 2024. Les rendez-vous duraient entre 45 minutes et 1h30. Ça représente à peu près 32 heures de travail entre la prise de contact, la préparation des rendez-vous, les comptes rendus de visite, etc. Début 2025, la démarche citoyenne ne s'est pas arrêtée là, elle a continué. En fait, les habitants se sont dit, bon, de toute façon, on a des travaux à faire, on est tous non conformes, il va falloir qu'on fasse venir des artisans pour faire soit un raccordement classique au réseau, soit la gestion à la parcelle. Autant demander à des artisans similaires, de sorte à ce que peut-être quand ils vont établir leur devis, vu qu'ils auront peut-être 16 devis à établir, enfin même plus, qu'il y a plus que 16 habitants, moi j'en ai rencontré 16, mais il y en a plus que ça, peut-être qu'ils vont mutualiser un peu, peut-être qu'ils vont pouvoir mettre des prix moins chers, étant donné qu'ils vont passer plus de temps sur le secteur et donc les engins ils seront déjà là.
voilà, peut-être que ça peut leur permettre de gagner un peu de sous. Parce que c'est quand même une réalité très importante. Les habitants, ils sont non conformes, on leur impose de faire des travaux et ça coûte potentiellement cher, donc c'est pas rien, quoi. Donc voilà, la démarche citoyenne était assez chouette. Donc nous, mars-avril 2025, on a décidé de rencontrer les 4 artisans sélectionnés par les riverains pour les sensibiliser et leur faire part de la démarche GIEP. Donc cette sensibilisation, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, mais là, c'était vraiment ciblé sur les 4 artisans. L'impératif, c'était de donner les mêmes informations aux artisans pour pas qu'il y ait de préférence entre les uns et les autres. Et après, j'ai envoyé un compte-rendu que j'avais fait pour chaque habitant. Comme ça, ils avaient en fait sous les yeux le document, le compte-rendu, et ils pouvaient échanger avec les artisans sur les possibilités techniques pour que le devis soit élaboré en fonction de ce que moi j'avais vu de possible ou pas sur la gestion intégrée des eaux pluviales. De mai à juillet 2025, les travaux sur la partie publique ont été réalisés et du coup, les privés ont commencé à se mettre en conformité. Ils avaient un délai de 6 mois pour réaliser la mise en conformité qui a commencé. Et donc, en juillet, on a fait une relance. Non, pardon, je vous dis des bêtises. En juillet, le délai de 6 mois commençait à courir. Et du coup, en février-mars, là, on a fait des relances si on n'avait pas de nouvelles de la part des habitants comme quoi ils avaient fait leurs travaux. Et on est en mars 2026 et c'est l'occasion de rappeler tous les habitants pour savoir si ce qu'ils ont fait, au final, il y a de la GIEP ou pas. Tu peux passer, Franck. Là, sur ces images, je voulais vous présenter un peu à quoi ressemble le quartier. C'est quand même plus intéressant de savoir un peu où est-ce qu'on se situe. Donc là, vous voyez sur l'image de droite des maisons pavillonnaires avec différents styles. Sur la partie nord de la rue Corneille, on avait quelques maisons mitoyennes et ça a son importance quand même pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Mais sinon, on avait globalement des maisons qui avaient un jardin tout autour. Donc voilà, elles avaient toutes des eaux usées, des eaux pluviales mélangées. Il n'y avait pas de maison qui était conforme. Et c'était des pavillons qui étaient construits dans les années 70. Donc moi, pour un accompagnement adapté, il faut vraiment aller voir chaque maison, en fait. Et je me suis basée sur les informations obtenues par mes collègues, justement, dans les contrôles de raccordement, en fait. C'est une bonne base pour moi de savoir où les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées. Tu peux passer, Franck. Donc, la démarche d'accompagnement, je vous présente un peu le déroulé du rendez-vous, comment je travaille. Donc, je commence souvent on commence à l'intérieur de la maison, où on se pose à table avec les habitants et je leur explique globalement ce que c'est la GIEP. Donc, pour ça, j'utilise un flyer qu'on a créé à Moche Communauté qui s'appelle « Utiliser l'eau de pluie chez soi, c'est possible », qui parle à la fois de la récupération, mais aussi de l'infiltration, parce que c'est un peu le cœur du sujet, même si les deux peuvent être liés. Et donc, ça me permet d'introduire le sujet de façon assez générale en commençant à aborder un peu des notions d'aménagement. Je fais un état des lieux qui est directement en lien avec le rapport de contrôle de branchement. Donc là, par exemple, sur la grande image que vous avez à droite, vous voyez un extrait d'un contrôle de branchement. Donc, on voit bien que les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées et que ça pose problème. Et après, une fois qu'on a bavardé à l'intérieur de la maison, je sors dehors avec l'habitant et on fait le tour des points d'eau pluviale. Alors, surtout ceux qui posent problème, parce que c'est là le cœur du sujet. Et je fais une observation du site pour envisager les solutions GIEP. Sachant qu'en préambule, avant de passer, moi, je regarde toujours sur notre SIG, vue du ciel, ce que ça donne en fait. J'envisage déjà un peu des pré-aménagements et le passage sur site me permet de confirmer ou pas la possibilité de le faire. Parce que la pente est très importante, les obstacles éventuellement à l'écoulement, les aménagements existants. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que c'est pas possible et il peut y avoir aussi plein de choses qui font que c'est possible. Tu peux passer. Donc, je continue le rendez-vous. À l'oral, je leur fais une ébauche de calcul. Donc, je vais prendre leur surface de toiture raccordée, par exemple, en amont de telle gouttière. Je vais la multiplier par une pluie dimensionnante, sachant que1 litre d'eau, c'est 1 millimètre de pluie, c'est la même chose que 1 litre d'eau par mètre carré. Donc, je peux faire une conversion assez rapide pour avoir une notion de mètres cubes qui peuvent arriver sur le terrain. Et du coup, en fonction de ça, je propose une ébauche de solution, on va dire. Donc, je m'appuie sur les fiches techniques de l'Adopta, évidemment. On travaille entre partenaires. Donc, je sors souvent la carte de la tranchée d'infiltration et surtout de l'anneau d'infiltration. Et nous, on a aussi développé des flyers. On en a un notamment qui est super chouette, qui s'appelle « Concevoir et entretenir un jardin de pluie ». Donc, on a fait exprès de travailler sur les essences végétales locales des Mauges.
pour se dire, bah voilà, cette espèce-là végétale, elle est plus adaptée qu'une autre, elle aime bien avoir les pieds dans l'eau ou pas. Enfin, c'est vraiment une chouette brochure. Et alors, le guide Je débranche ma gouttière, moi, j'ai pas eu trop de temps de l'utiliser parce que j'étais en congé maternité il y a pas très longtemps. Mais dans les faits, je l'utilise maintenant sur mes rendez-vous de déconnexion, évidemment. Et puis, on a un formulaire Excel, donc c'est la petite image que vous voyez au-dessus, qui aide les particuliers en fait à rentrer leur surface imperméable, à mettre une pluie, et ça permet d'avoir le volume de pluie généré. Et après, ils peuvent faire un dimensionnement simple des outils, enfin des ouvrages type nous ou tranchées d'infiltration. Et après, au bureau, j'élabore un compte-rendu et je l'envoie au riverain par courrier. Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux avec ces cases. Je refais un peu un schéma, je propose des idées d'aménagement et puis je fais une estimation de dimensionnement. Tu peux passer, Franck. Et donc, j'en viens au stade du retour d'expérience. Qu'est-ce que ça a donné, ce travail qui est assez long, je dois dire. C'est assez chronophage, c'est assez énergivore, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'aime bien le contact avec les habitants, donc c'est chouette. Et en plus, comme il y avait cette démarche participative et citoyenne des gens qui sont venus me chercher, bah, c'est assez valorisant, enfin, c'est assez agréable. Donc, j'ai visité 16 habitations, donc c'est ceux qui m'ont contacté. Sur les 16, il y avait 9 habitations où j'ai décelé un potentiel de déconnexion pour soit une, soit plusieurs, soit toutes les gouttières de la maison. Et 7 habitations où soit le potentiel de déconnexion il était faible, voire nul, soit les habitants ils étaient vraiment pas favorables et du coup j'ai pas bataillé quoi. Enfin j'ai passé, on va dire. Et sur les 9 habitations avec un potentiel de déconnexion, je les ai tous recontactés pour un rétex, donc un retour d'expérience. Donc soit du porte-à-porte, soit des appels, soit des SMS que j'avais leur contact. J'ai eu 4 réponses, donc tous ne m'ont pas répondu. Donc sur ces 4 réponses, il y a 2 habitants dont le choix c'était de ne pas faire de GIEP. Ils se sont raccordés de façon classique au réseau. Une famille, c'est parce que au cours d'une discussion pendant une soirée avec des amis, il y en a un qui leur a dit oh là là, mais tu fais de la GIEP, tu vas avoir des moustiques, c'est pas une bonne idée. Et leur fils est allergique aux moustiques de façon assez sévère. Donc tout de suite, ils se sont dit ah ben non, on peut pas. Alors que quand je les avais rencontrés, il y avait beaucoup de potentiel de déconnexion et ça leur permettait aussi financièrement de gagner des sous. Mais du coup, ils ont fait un raccordement classique pour les moustiques. Donc bien sûr, quand je l'ai rappelé, je lui ai expliqué que voilà, il n'y avait pas de problème avec les moustiques. Enfin, je lui ai fait le petit laïus sur les moustiques qui allait bien, mais du coup, j'aurais dû le faire avant, on va dire. L'autre qui s'est pas déconnecté, malheureusement, c'est qu'un des artisans que pourtant on avait rencontré leur a dit de ne pas faire ça parce qu'a priori c'était trop cher, sans même établir un devis, et trop compliqué. Donc finalement, c'est des habitants qui étaient peut-être pas si convaincus que ça finalement. Enfin, en tout cas, que j'ai pas réussi à convaincre, ou alors qui ont été convaincus à un moment, puis qui ont vu des artisans ou des amis qui leur ont dit fais pas ça et qui ont eu un peu peur. Et par contre, il y a eu 2 déconnexions réalisées. Donc c'était des gouttières arrière côté jardin pour des maisons mitoyennes. Où là, concrètement, s'ils avaient voulu se raccorder, il fallait péter tout l'intérieur de la maison pour faire une tranchée et aller côté rue. Donc c'était très compliqué. Donc pour eux, la déconnexion, c'était une évidence presque avant que je vienne les voir. Et en fait, quand je suis allée les voir, ça les a confortés et j'ai permis à ces personnes de les guider en fait et de savoir plutôt comment faire. Ils ont un retour très satisfaisant. Ils ont tous les deux infiltré dans des espaces existants, des espaces verts existants. Et il n'y a aucun débordement dans la pelouse. Tout est absorbé ou infiltré dans les massifs. Malgré un hiver très pluvieux, j'ai mis 2025, mais c'était 2026 plutôt. Des investissements financiers très faibles. Pour un des habitants, ça lui a coûté 70 € de modifier ses gouttières. Donc ça va, en tout cas, c'est assez peu onéreux. Et l'un d'eux trouve que son acacia se développe beaucoup mieux depuis qu'il infiltre les eaux pluviales à la parcelle. Donc j'ai 5 personnes qui m'ont pas répondu pour le moment, mais il faut savoir que sur ces 5 personnes, il y avait déjà 2 déconnexions existantes qui sont conservées et projet pour l'un d'eux de déconnecter d'autres gouttières. Donc potentiellement sur les 9 habitations, enfin pas potentiellement, sur les 9 habitations, il y en a 4 qui sont en GEP partiel, donc ça fait 45% des 9 habitants. Et toutes ont un très bon taux de satisfaction. Donc, c'est ça sur quoi je veux insister, c'est que finalement, ceux qui ont déconnecté, il n'y a pas de problème et au contraire, ils en sont très satisfaits. On a 2 raccordements classiques et puis 3 à définir. Voilà, tu peux passer. Et je suis dans les temps, Rosalie, il me reste une diapo, je crois. Ah non, 2 diapos.
Oui, tu as un peu dépassé, mais c'est pas très grave. Si vous avez, j'en profite pour dire que si vous avez des questions à Blanche, vous pouvez les écrire dans le clavardage. J'ai à peine fini, mais du coup, il me reste 2 diapos, je crois. Donc là, c'est des photos d'une des habitations qui a été déconnectée et je trouve la réalisation super chouette. Sur la photo de gauche, on voit la gouttière en fait qui est coudée, qui a 2 coudes. Il faut imaginer qu'avant, elle descendait au droit en fait le long du mur et elle allait dans le réseau d'eau usée en souterrain, quoi. Donc là, le monsieur s'est servi de sa pergola pour faire longer la gouttière le long de la pergola. Sur la photo la deuxième photo, on voit que ça descend le long de la pergola. Et après, on voit les autres photos, c'est finalement la fin de la gouttière qui va dans son massif de fleurs, différents végétaux d'ailleurs, avec une grosse pente. Mais dans les faits, on voit la pelouse qui est juste derrière. Il voit jamais et il est déjà sorti en temps de pluie pour voir ce que ça donnait. Parce que c'est important, tout le monde ne le fait pas. Il est déjà sorti pour voir et ça va jamais au-delà de sa pelouse. Donc ça veut dire que son massif infiltrant, il joue très bien le rôle de l'infiltration. Et évidemment qu'il n'y a pas de débordement chez les voisins, puisque ça ne va pas au-delà de la pelouse. Sur la petite photo qui est en bas, on voit un peu une vue d'ensemble de sa terrasse pour que vous vous rendiez compte. Il n'a pas 1000 mètres carrés de terrain, hein. Il a peut-être 60 ou 80 mètres carrés de jardin. Donc des fois, on peut dire, bah, faut beaucoup de terrain pour infiltrer. Ben non, pas forcément. Tu peux passer, Franck. Ça, c'est pour terminer, je voulais juste mettre en lumière des points particuliers, des points de vigilance et des conclusions. Dans le compte-rendu qu'on a envoyé aux habitants, je vous laisserai lire, mais on a mis un petit mot en disant que voilà, ce compte-rendu, il permet de présenter des éléments constatés lors de la visite avec l'habitant et avec moi-même. Il propose sous forme de schéma des solutions d'aménagement pour répondre aux exigences de conformité, mais les solutions, elles sont en aucun cas exclusives. C'est les résultats des échanges évoqués avec l'habitant lors de la visite et du coup, ça peut tout à fait évoluer selon les choix techniques qu'ils font. Et on dit bien qu'on n'est pas responsable des ouvrages qu'ils vont mettre en œuvre chez eux. Enfin, la responsabilité, malgré tout, elle leur appartient. Dans les points particuliers, on a donc rencontré 4 artisans. Donc, il y avait 3 maçons TP et un paysagiste. Oui, je rappelle que c'était dû au fait que les riverains s'étaient concertés dans la démarche de demande de devis. On a eu des échanges très intéressants avec eux, mais la réalité du terrain et les habitudes du métier est plus forte. Même après avoir pris du temps pour expliquer et échanger autour de la GIEP, le discours de certains artisans est négatif. C'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop risqué. Et du coup, ils orientent clairement la décision des habitants en donnant ces messages-là. Donc c'est vrai que c'est un peu dur, on va dire, pour moi, parce qu'on prend du temps à échanger avec eux, on essaie de lever les freins et finalement, ils les remettent derrière. Voilà. Mais après, c'est toujours intéressant de discuter avec les artisans, par contre. En tout cas, les temps d'échange avec les riverains étaient très intéressants. Globalement, j'avais un accueil très positif quand on parlait des enjeux liés à la GIEP que Franck a pu évoquer en introduction. Il y a vraiment une sensibilité environnementale réelle. D'ailleurs, l'un d'eux, celui pour lequel vous avez vu les photos de déconnexion, me demande d'avoir un retour sur les volumes en entrée de stations d'épuration pour connaître l'impact des travaux privés et publics sur le système d'assainissement, que je trouve assez remarquable. C'est beaucoup de temps à passer, donc je vous ai dit une grosse semaine au global, un peu plus en vrai, parce que le temps des retours d'expérience, ça prend un peu de temps aussi. Au final, il y a eu 2 gouttières nouvellement déconnectées, au moins, on va dire. Donc le ratio, il peut sembler faible, mais malgré tout, ce sont de réelles victoires qui sont très utiles pour montrer aux alentours que cela fonctionne. Il faut avoir des exemples locaux pour pouvoir diffuser après. Je n'irai pas prêcher la bonne parole, ça fait un peu religieux, mais Et par contre, je terminerai en disant que les visuels, ils sont hyper importants pour aider à convaincre, d'où l'intérêt des plaquettes comme Je débranche ma gouttière. Donc moi, j'ai fait partie du groupe de travail qui a réalisé cette plaquette. Et notre difficulté, c'était de trouver des exemples qui parlent et des exemples, des bonnes photos, des visuels, des dessins. Donc le travail avec les graphistes, il est hyper important. Et je tiens à saluer, et ça fait une transition pour ma collègue, le super guide de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Moi, depuis que je le connais, là, depuis quelques semaines, je l'utilise beaucoup parce que les visuels sont super et je vois dans les yeux des gens à qui je parle de la GIEP le « Ah, c'est ça !» Et ça aide vraiment. Et je terminerai par ma petite phrase. Oui, tu peux te passer, Franck. Il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que des mauvais vêtements ou des mauvais revêtements. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Blanche. On va prendre le temps de quelques questions, puisqu'il y en a quand même pas mal. Il y a Muriel Toveron de l'Ascomad qui a fait plusieurs questions. Donc je vais les poser ensemble parce que j'ai l'impression qu'il y a une cohérence. L'accompagnement est intéressant, mais j'ai l'impression très poussé et donc à la limite de la prescription. N'est-ce pas risqué? Même s'il s'agit de suggestions dans le rapport, le service représente un peu l'autorité pour le particulier, et donc ce dernier aura, je pense, à prendre cela pour argent comptant. Et en cas de souci, rechercher la responsabilité de la collectivité malgré les précautions de rédaction. Voilà, et elle indique également que l'enjeu de la satisfaction est essentiel. Bon relais pour le bouche à oreille et peut-être des visites à venir. Il y aura d'autres questions ensuite après. Mais déjà, est-ce que Blanche peut répondre éventuellement sur ce point-là? Oui, bah, c'est un vrai sujet, hein. Quand il était question de faire le compte-rendu, notamment, avec mes responsables, on s'est vraiment posé pour se dire, faut qu'on écrive des phrases qui permettent de se dédouaner de notre responsabilité. Parce que la responsabilité, comme je disais, elle est du maître d'ouvrage à la fois sur la conception et à la fois sur la réalisation et le fonctionnement. Peut-être qu'on est borderline, je sais pas, parce que dans les faits, je pense qu'il y a plein d'autres métiers où les gens se font accompagner et en fait, bah, ils reçoivent des informations et après ils mettent en pratique. Et pour autant, ils vont pas forcément rejeter toujours la faute sur celui qui leur a donné les informations. Enfin, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, ils étaient tout à fait conscients et ok avec le fait que bah, c'était eux qui étaient maîtres des choses chez eux, en partie privée. Les rendez-vous que j'ai eus avec eux, ça leur a permis juste de se conforter dans leur choix qu'ils avaient déjà plus ou moins fait. En fait, entre faire une tranchée dans toute la maison ou, ou rejeter l'eau dans leur jardin, le choix était assez vite fait pour eux. Donc, j'ai pas ressenti ce risque-là en fait dans les rendez-vous. Maintenant, effectivement, il existe et c'est pour ça qu'on a pris le temps dans les comptes rendus de l'écrire. Voilà. Après, peut-être que c'est malgré tout un frein dans le sens où là où les gens, moi, je pensais qu'il y avait enfin, j'avais évalué un vrai potentiel de déconnexion où je voyais que ils pouvaient y aller, ils semblaient convaincus. Finalement, dans les discussions après avec les artisans, ils ont décidé de changer d'avis. S'ils étaient allés vers de la GIEP et que ça n'avait pas fonctionné, est-ce qu'ils se seraient retournés contre nous? Je sais pas, c'est dur à dire. Mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on met tout le temps, cette phrase de la responsabilité, à la fois dans l'accompagnement des connexions comme j'ai fait et à la fois dans les ADS, par exemple. On note bien dans notre avis au pluvial que la responsabilité, elle est du maître d'ouvrage et que au final, c'est pas nous qui faisons les travaux, c'est pas nous qui intervenons en secteur privé, donc c'est à eux d'assumer la responsabilité. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Après, il y a aussi la question de la satisfaction. Maurice Debon peut parler aussi voilà, comment est-ce que on peut se baser sur la satisfaction pour développer le bouche à oreille, faire visiter, etc. Ah oui. Et on avait également une autre question qui demandait, pouvez-vous développer les motifs de satisfaction des habitants qui ont déconnecté? Bah, alors, dans les motifs de satisfaction, c'est le fait de voir que leurs végétaux poussent mieux, par exemple. Ça, c'est un des messieurs, là, l'acacia. Je me souviens quand je l'avais rencontré à l'hiver 2024, il m'avait dit, celui-là, cet arbre-là, je sais pas trop si je vais le garder. Il vivote un peu. Je sais pas si je vais voilà, je sais pas si je vais le garder. C'était son seul arbre vraiment dans le jardin. Et là, quand je l'ai revu, il m'a dit, oh, bah, finalement, je le garde. Il va vachement mieux depuis que j'infiltre l'eau à côté. Donc, enfin, je cherche pas à chiffrer la satisfaction, mais c'est un ressenti en fait. Il me l'a dit qu'il était satisfait et vraiment qu'il reviendrait pas en arrière, quoi. Enfin, j'ai pas cherché à évaluer avec une note de 1 à 10, par exemple, la satisfaction, vu qu'il y a pas non plus, j'ai pas rencontré plein de personnes, mais Ok. Il y a d'autres questions un peu plus précises. Florent Locatelli de l'agglomération d'Annemasse. Sur quelle référence le dimensionnement proposé lors des accompagnements s'appuie-t-il? Règle du zonage de Mauche Communauté, ou bien le zonage ne s'applique pas aux modifications concernées et le dimensionnement est entre guillemets libre, sous réserve de ne pas aggraver la situation? alors bah ça c'est une question intéressante et je fais le parallèle avec le moment où on a créé le flyer des branches magoutières, enfin le guide. On s'est beaucoup posé la question avec les collègues. Je ne sais pas si Marie-Caroline est là, notamment de Angers-Loire Métropole, mais on s'est beaucoup posé la question, et les autres collègues aussi.
de qu'est-ce qu'on met comme référentiel de pluie, parce que finalement, vu que c'était une plaquette qui avait vocation à être diffusée sur différents territoires, qu'il y a la notion des zonages, qu'il y a la notion des règlements de service, etc. Enfin, effectivement, la pluie à prendre en compte, c'est pas facile. Donc, que ce soit pour des branches magoutières, la plaquette, ou pour moi, mes rendez-vous de déconnexion, on a décidé de pas mettre de valeur, parce que nous, en tout cas, au sein de Mauche Communauté, c'est déjà très compliqué. On a 6 communes, et pour l'instant, on a 6 communes avec 6 règles différentes. C'est-à-dire on a 5 zonages plus un PLU qui s'applique. Donc, on n'a pas des règles homogènes sur le territoire, ce qui n'est pas évident. Donc, déjà, au sein même d'une commune ou même au sein même de toute la communauté d'agglomération, il peut y avoir plusieurs pluies à appliquer sur les ADS en lien avec les zonages. Donc là, en fait, moi, dans mon accompagnement, je faisais des simulations. En fait, je testais. Je prends le problème à l'inverse, c'est-à-dire je regarde les espaces verts disponibles, parce que pour moi, l'objectif, c'est que les gens ne fassent pas des travaux qui leur coûtent trop cher. Donc, en fait, qu'ils fassent avec l'existant, donc avec les espaces verts existants, puisque c'est là où on infiltre le mieux, et en fonction de la pente, etc. Je regarde les espaces verts disponibles, je regarde la surface d'infiltration, je regarde le facteur de charge, donc la surface imperméable par rapport à la surface d'infiltration, pour voir s'il y a suffisamment de place dédiée à l'infiltration et si ça peut coller. Et puis après, en fonction de la profondeur d'un éventuel ouvrage, d'un éventuel aménagement type nous ou Merlon, etc., ça me donne une notion de volume qui pourrait être géré sur place. Et du coup, ce volume à gérer, on va dire, enfin gérable plutôt, par l'ouvrage, je le compare avec la surface imperméable et je vois à quoi ça peut correspondre comme pluie. Je leur dis, voilà, vous voyez, avec cette surface-là, vous pouvez gérer une pluie de 30 mm, par exemple. Et on ne parle même pas de la vidange de l'ouvrage, puisque je n'ai pas de notion de perméabilité. Mais quand on est sur les premiers centimètres du sol, ce que je leur dis, c'est quand il pleut chez vous, est-ce que vous voyez de l'eau sur votre pelouse? Souvent, la réponse est non. Donc, ça veut dire que ça s'infiltre assez rapidement. D'où l'intérêt de rester sur des ouvrages qui utilisent les espaces verts existants. Voilà. Très bien, merci. Alors, il y a de plus en plus de questions. On va essayer de les passer toutes et d'aller rapidement, mais c'est très bien. Ça prouve que le sujet suscite de l'intérêt. Puis je pense aussi que Claire Giflon de l'agglomération Saint-Brieuc pourra aussi apporter son propre point de vue. Il y a 2 questions sur un peu le même sujet, sur les assurances. Faut-il signaler l'aménagement faut-il leur signaler l'aménagement selon les habitants? Les habitants peuvent-ils avoir peur d'un dégât des eaux sur les voisins, débordement, et d'assurer ce risque? Et je regroupe cette question avec la question de la décennale des artisans, à cause de la possible proximité des rejets avec la fondation des bâtis. Alors, une question d'assurance, ça. Si tu n'as pas de réponse. Ouais, il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Je n'ai pas une réponse qui serait satisfaisante, ou en tout cas, je ne sais pas suffisamment. Pour ce qui est de la notion du débordement chez les voisins, quand je leur fais la description de gestion des eaux pluviales à la parcelle, je leur dis bien, je suis dans votre parcelle, pas dans la parcelle des voisins. Enfin, c'est la réponse, elle est dans le titre, en fait. On ne va pas infiltrer l'eau chez les voisins. Donc, s'il y a des fortes pentes, s'il y a des risques de débordement, moi, ce que je leur dis, c'est allez-y tranquillement. Par exemple, s'il y avait 2 gouttières déconnectables, je leur dis, voilà, allez-y tranquillement. Peut-être déconnecter une gouttière. Des fois, en fonction des toitures, ils ont des petits pans de toiture qui sont plus petits. Donc, je leur dis, testez déjà sur un petit pan de toiture, voyez ce que ça donne. Si vous voyez qu'il n'y a pas du tout de débordement, faites la même chose avec votre plus grande gouttière. Et puis, vous allez voir, en fait, c'est l'expérience aussi, c'est le bon sens, en fait, quelque part, qui parle. Et je leur dis, si par contre, vous voyez que ça ruisselle, que ça commence à générer des dysfonctionnements, dans ce cas-là, et je le préconise même en préventif, il peut y avoir un merlon dans les points bas et dans les zones limitrophes avec les parcelles voisines, de sorte à ce qu'il y ait un obstacle à l'écoulement. Et puis après, je mets toujours en valeur aussi l'intérêt de végétaliser ces merlons ou ces talus, enfin ces merlons plutôt, de sorte à retenir encore plus l'eau. C'est vraiment de l'aménagement au cas par cas en fonction des habitations. Après, je précise quand même une chose, c'est que cette démarche que j'ai faite dans les rues Corneille et Boileau, je vais la refaire, je pense, prochainement, mais c'est assez nouveau. Donc, effectivement, il y a peut-être dans la démarche des choses que si c'était à refaire, peut-être qu'il faudrait améliorer les choses, etc. Mais enfin, c'était un peu une première, on va dire. Et après, pour les questions des assurances, en fait, je pense à tous les cas où les gens ils ont des problèmes d'inondation et où ils nous appellent en nous demandant des conseils, on se déplace pour aller voir. À chaque fois, le discours est le même. On leur dit contactez vos assurances si vous avez un dégât sur vos bâtiments. Et puis, il y aura une expertise en fonction de la situation. Et c'est l'expertise qui dira les responsabilités, et les causes et les moyens éventuellement
pour dédommager la situation, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je voyais pas de potentiel de déconnexion, alors certes, c'est mon jugement à moi, mais quand moi, en tant que technicienne, je voyais pas un potentiel de déconnexion favorable, là, j'allais pas forcément à tout prix demander aux gens de se déconnecter. De toute façon, ils sont maîtres de ce qu'ils font chez eux. Enfin, c'est eux qui décident à la fin. On a un petit focus sur les risques et les moustiques. Alors, je vais lire parce que les échanges c'est de la question qui revient tout le temps. Et il y a eu des réponses de la part de Rémi Randouin et de Geoffrey Houp. Les arguments pour rassurer les clients contre la prolifération de moustiques dans les noues. Faire un fond en eau de cailloux sur quelques dizaines de centimètres évite aux moustiques s'installer, ainsi que, quand même, à savoir, le moustique met à minima 5 jours pour se développer. L'eau, à la plupart du temps, j'ai même envie de compléter l'immense majorité du temps, le temps de s'évacuer. Voilà, comme l'indiquait Geoffrey, le cycle de développement d'une larve de moustique est beaucoup plus long que le temps de vidange d'une noue. Mais il y avait quand même une question sur les autres risques évoqués par les habitants. Et après, j'aurai encore 2 dernières questions sur d'autres sujets. Ok. Est-ce que là, faut répondre à une autre question, du coup, ou c'est bon? Si les autres risques et les risques évoqués par les habitants, à part les moustiques, est-ce que tu as des retours là-dessus? Souvent, c'est les craintes que l'infiltration se passe dans les fondations de la maison et que ça abîme la maison. Mais du coup, moi, à chaque fois, je leur donne le conseil d'évacuer l'eau quand même à une certaine distance de la maison. Je donne pas de notion de mètre. Et ça, à nouveau, c'est un point important. Quand on a créé la plaquette Je débranche ma gouttière, on a beaucoup débattu sur est-ce qu'on met une distance chiffrée sur vous devriez infiltrer les eaux pluviales à tant de mètres de la maison. Et on a décidé de ne pas en mettre parce qu'on n'a pas de référence forcément technique et que pareil, on n'a pas envie d'engager notre responsabilité sur une distance chiffrée. Et donc, volontairement, on reste avec cette notion de à distance de la maison. Après, moi, dans mes passages sur site, si je voyais que la pente n'était pas favorable et qu'on avait plutôt un risque que l'eau stagne en pied de maison, oui, là, forcément, je leur disais que c'était peut-être pas une bonne idée de le faire, quoi. La pente est hyper importante et les aménagements aussi existants sont hyper importants parce qu'ils peuvent être un frein ou une opportunité, au contraire, pour pouvoir acheminer l'eau de la gouttière jusqu'à l'espace vert propice ou jusqu'à l'espace vert à créer. Ça dépend de la situation. On a encore 2 dernières questions. Quelle économie permet la GIEP comparée au raccordement réseau pour le particulier? Je pense que Jean-Jacques pourra aussi développer à la toute fin de notre webinaire. Une question peut-être un peu plus précise, et tu verras après comment tu peux répondre. Avez-vous fait une étude de potentiel de déraccordement sur le territoire? Quel volume pourrait en théorie être infiltré et évité en station d'épuration? Alors, pour la première question, j'ai perdu ce que c'était. C'était sur quelle économie permet la GEP comparée au raccordement au réseau pour le particulier. C'est un exemple, mais si je peux vous donner un chiffre, le monsieur là je vous ai montré les photos, qui a fait longer sa nouvelle gouttière le long de la pergola, ça lui a coûté 70 € de gouttière plus de cuve. Il a fait les 3 travaux lui-même. S'il avait dû casser toute sa salle à manger, enfin toute sa maison pour ramener un tuyau jusqu'à devant, je pense que ça lui aurait coûté quand même plus cher. Voilà. Donc, j'ai pas de notion de chiffre, mais c'est des devis à plus de 100 €, quoi, au moins, facile. Plus tout le travail de réaménagement de la maison intérieure. Et la deuxième question, non, on n'a pas fait d'étude de déraccordement, mais je trouve que c'est une très bonne transition pour passer le témoin à Claire après, qui en parlera. Sauf s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, nous, on n'en a pas fait sur le territoire. Si vous vous rappelez de ma première slide, on a beaucoup de missions et le temps manque. C'est pour ça qu'on recrute une nouvelle personne, parce qu'au final, si on veut aller loin dans nos missions et aller jusqu'au bout, il faut du temps. Et le territoire est vaste, donc non, on n'a pas lancé ce sujet-là pour l'instant. Ça va être la parole du coup à Claire. Alors, on a pris beaucoup de retard, mais je pense que ça valait la peine d'avoir des discussions sur tous ces sujets et d'avoir aussi vos questions. N'hésitez pas à noter vos questions en direct dans Clavardage quand ça vous vient. Est-ce que Claire est parmi nous? Oui, je suis là. Je ne sais pas si tu me vois. Ça y est, c'est bon. Écoute, je pense que tu peux y aller.
C'est parti. Merci déjà à vous trois pour vos présentations et puis merci à tous d'être là. Donc, Claire Gisclon, je travaille pour Saint-Brieuc Armoire Agglomération sur la question de la déconnexion des eaux pluviales. Pour faire un peu une intro globale, la gestion des eaux, la gestion intégrée des eaux pluviales, donc infiltrer l'eau là où elle tombe, ça va vraiment avoir deux axes sur tout ce qui est nouvelle construction. Franck, tu peux passer la slide. Parfait. Il en manque un petit bout, je crois. Et donc, il y a les nouvelles constructions. C'est de se dire, en fait, tout ce qui est nouveau à partir de maintenant ne doit plus être connecté à notre réseau, mais doit pouvoir prendre en charge ses propres nouvelles imperméabilisations, en fait, et avec un objectif de 60 litres par mètre carré, qui est l'équivalent d'une pluie centenale chez nous. Mais en fait, il y a un gros constat, c'est de se dire, sur notre territoire, on a des enjeux qui ne peuvent pas attendre le renouvellement urbain pour être pris en compte, notamment ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est vraiment de réaliser que notre centre-ville briochin, en réseau unitaire, lui, a des problématiques de débordement, donc de pollution, mais aussi d'inondation. Et donc le renouvellement urbain dans des centres-villes un peu historiques comme ça est en plus beaucoup plus lent. Donc c'est ça qui a un peu lancé cette réflexion sur la déconnexion. Du coup, de façon chronologique, en 2021, à la conférence des maires, on valide déjà l'idée on arrête d'étendre notre réseau d'eau pluviale, on passe à l'infiltration à la parcelle, puisqu'on comprend les problématiques liées à cet aménagement du territoire. Donc, assez rapidement, normalement, je pense que vous êtes déjà sensibilisés sur les problématiques voilà, cette surimperméabilisation plus le changement climatique ont des conséquences d'inondation, de sécheresse et de pollution qui ne peut pas répondre notre aménagement du territoire par canalisation, mais dont la GIEP répond. Donc, en 2021, c'est une première constatation à Saint-Brieuc de ça. En 2025, on ajoute ça au PLUI, c'est donc on l'encadre avec le PLUI. En 2023, on commence à lancer les études de déconnexion, comme je vous disais, sur Saint-Brieuc. Et le tout de façon à long terme, de longue haleine, un accompagnement à la communication, dont les guides que vous connaissez sûrement déjà, qui est le premier qui sort en 2023 pour accompagner les aménageurs et les professionnels. Et cette année, du coup, plutôt en 2025, pour accompagner ce PLUI, accompagner les particuliers, donc la gestion à la parcelle, et prochainement, en 2026, un guide qui sera sur la déconnexion. Donc, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est notre politique, c'est ça, c'est bon, Franck, tu peux passer. C'est notre politique, notre stratégie plutôt de déconnexion, qui va vraiment se structurer d'abord autour de ces études du potentiel de déconnexion, qui vont commencer d'abord à Saint-Brieuc avec cet enjeu du réseau unitaire. Et une fois qu'on termine cette étude, on réalise en fait son efficacité, sa dynamique qu'elle va enclencher, et on choisit d'étendre cette étude sur l'ensemble de notre territoire. Donc, ces études, on va d'abord vraiment sélectionner des secteurs prioritaires, se dire, en fait, là, où est-ce qu'on commence à réfléchir cette déconnexion? Donc, ça, c'est une réflexion qui, bien sûr, est née de l'existence d'un réseau unitaire où on se dit, lui, il est vraiment prioritaire parce qu'il nous pose trop de problématiques, des interdictions de construction, des pollutions, etc., etc. Il y a cette idée d'évaluer le potentiel de déconnexion à la parcelle, de se dire est-ce que c'est facile, très facile, difficile, voilà, pour déconnecter ma parcelle ou mon unité de voirie. Et il y a cet aspect qui est très intéressant aussi, c'est l'identification des acteurs sur notre territoire, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, en fait, chaque acteur a un territoire différent et une stratégie d'accompagnement différente. Et c'est là où ça devient le plus intéressant dans la déconnexion. C'est qu'on doit vraiment adapter à nos acteurs, qui sont les communes ou les personnes morales, publiques ou privées, ou bien les particuliers.
Et en fait, dans ces études de déconnexion, on fait pas que on fait pas seulement des secteurs prioritaires, mais finalement, on va avoir des acteurs prioritaires aussi. On va identifier certaines personnes ayant des fonciers en fait assez importants sur nos territoires. Et en fait, c'est de se dire, bah, en fait, on a une porte d'entrée. Et avec cette porte d'entrée, ben, j'ai un certain nombre d'hectares et parfois avec un potentiel de déconnexion assez simple. Assez rapidement, les communes, elles se sont révélées être les acteurs les plus intéressants pour travailler, pour commencer, pour prioriser en fait, cet acteur, les communes, et on a fait un peu du sur-mesure avec nos études de déconnexion dessus. Et donc, ces études de déconnexion qui nous amènent des outils d'aide à la décision. Et l'idée, c'est que nos accompagnements puissent maintenir cette dynamique et que, voilà, que ces études ne soient pas simplement un feu de paille, mais que derrière, il y a vraiment quelque chose qui se maintienne. Donc, pour la prochaine slide, c'est de se dire, en fait, comme je vous disais, on va adapter notre accompagnement à chaque type d'acteur. Donc, le premier acteur que je vais présenter, c'est les communes. Assez rapidement, elles ressortent hein, en étant, bah voilà, elles ont parce qu'on a des compétences. Voilà. C'est nos répartitions de compétences aussi sur notre territoire qui fait ce choix-là. C'est que les communes chez nous sont compétentes en termes de voirie et d'espaces verts. Donc, si on veut agir, elles ont elles-mêmes aussi un pouvoir assez important sur notre territoire. Donc, elles ont ce pouvoir, cette compétence. Elles ont aussi un foncier très élevé puisqu'elles ont les voiries, justement, et même leurs bâtiments qui vraiment sont les rendre un peu cibles là-dessus. Et tout à l'heure, Franck, tu parlais du domaine public qui représentait à peu près 20% et le domaine privé à peu près 80%. Ben, dans le domaine public, ben, une grande partie, c'est les communes, justement, en tout cas chez nous. Et donc, il y a l'idée Puis, c'est, en tant qu'agglomération, les communes sont une continuité, en fait, de nos instances. Donc, il y a l'idée de se coordonner, de réseauter, de progresser ensemble, que ce soit à l'intérieur même de nos services ou dans les services des communes. Et donc, l'idée de former les services techniques, mais aussi les élus, des élus des communes qui sont aussi les nôtres. Donc, avec un accompagnement un peu global là-dessus, un niveau de sensibilisation, une connaissance des ouvrages d'infiltration existants, savoir repérer. Et l'étude, elle va venir aussi chapeauter un peu cette idée-là de sensibilisation et on va vraiment essayer de reprendre tous les PPI et se dire, attendez, est-ce que là, le prochain, dans vos chantiers, est-ce qu'on pourrait pas intégrer de la déconnexion à cet endroit-là ou d'essayer de repérer des petites déconnexions, petites gouttières en face d'un espace vert en pente. Voilà, c'est comment on peut décharger à minima nos réseaux. Des fois, dans les grandes communes, de cibler une personne ou un service qui est référent en gestion intégrée des eaux pluviales parce que ça nous permet de rendre les choses beaucoup plus limpides sur nos projets. Et l'objectif, c'est vraiment que nos services techniques des communes puissent pratiquer la GIEP, la déconnexion concrètement sur leur territoire, de vraiment, je pense, dans le management de changement, le plus compliqué, c'est pas de savoir, de comprendre, c'est vraiment de le faire et d'en arriver à faire de la déconnexion. Et une fois qu'on a déjà cette première étape, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui devient comme une boule de neige, quoi. Donc, pour les accompagner, on a bien sûr ces notes indicatives à la déconnexion. On a vraiment un accompagnement assez complet, d'aller voir les endroits qui sont intéressants pour la déconnexion et d'aller vraiment calculer les surfaces d'un pluvium, les volumes, les ouvrages qui peuvent venir, de faire le lien avec les aides de l'agence de l'eau, de calibrer les volumes par rapport aux aides de l'agence de l'eau. Et depuis juin 2025, on a adopté aussi un fonds, une subvention que l'AGLO consacre pour subventionner les projets des communes à la déconnexion. Donc c'est un suivi vraiment complet et on essaye d'y aller à fond, quoi. Et du coup, pour illustrer ça, on a une de nos communes
en cours de l'étude de déconnexion, justement, elle nous dit, bah tiens, nous, on veut végétaliser une cour d'école. Je dis, mais quelle chic idée. Est-ce que vous avez pensé à la déconnecter au passage? Et ils me disent, non, pas forcément. Et donc, c'est vraiment de regarder leurs plans initiaux, dire, bon, sans trop affecter ce que vous aviez déjà prévu de faire, c'est quoi tous les bassins, les sous-bassins versants que vous pourriez reprendre et on va réadapter l'emplacement même de vos espaces pour qu'ils puissent être des espaces verts creux, de la désimperméabilisation, pour déconnecter ces sous-bassins versants en répondant aux exigences de l'agence de l'eau. Du coup, nous, on va se concentrer sur le BV8 qu'on voit sur l'image de droite en bas à gauche. Et d'ailleurs, la première chose qu'on voit sur le plan, là, le dessin qu'on a à gauche, c'était leur idée initiale. On voit un petit bassin bleu. En fait, ça, c'est ce qui devait rester imperméabilisé et en vert désimperméabilisé. Et en fait, ça, c'est le point bas du bassin versant 8. Donc, typiquement, c'est pour illustrer de dire, bah tiens, celui-là, au contraire, lui, ce sera un espace à désimperméabiliser puisque c'est le point bas et de relever la grille ici. Du coup, dans la slide suivante, je fais un focus sur ce bassin versant 8 et ce bassin versant 6 et 7. Donc, c'est se dire, bah tiens, dans votre cours, en plus de ça, vous pouvez aussi couper vos gouttières. Et finalement, en calculant les surfaces, vous avez des volumes tout à fait acceptables. On peut reprendre ça, puisque vous avez déjà prévu de végétaliser devant les portes vitrées pour faire de l'ombre aux enfants. Ben, ces espaces-là, vous les faites en espace vert creux. Il suffit de 20 cm de profondeur pour recevoir la gouttière d'un côté et de l'autre. Et ces propres gouttières, enfin ces propres espaces, au-delà d'une pluie de 35 mm, qui est quand même une bonne pluie, ils pourront naturellement déborder sur le dernier espace qui, lui, est consacré à l'imperméabilisation de la cour d'école, tout en bas à gauche, l'espace 4, et avoir avec un système de surverse et de récupérer le réseau existant, donc avec en fait assez facilement dans un programme de végétalisation, on peut récupérer une déconnexion avec un volume assez important. Et pour la dernière slide sur cet exemple-là, on a, bon, désolé, des photos, j'aurais dû me cadrer un peu différemment. Celle d'avant, s'il te plaît, Franck. Là, on a les photos. Attends. Juste après ça, ici. Bon, regardez très vite parce que c'est la tête passée. Ah voilà. Désolé, hein, là, c'est. Non, t'inquiète, c'est les risques. En gros, là, à gauche, c'est avant et à droite, c'est après. C'est à peu près la même zone, mais pris sous des angles différents. Là, vous pouvez reconnaître rapidement les buissons au fond. Vous voyez que ça a été désimperméabilisé. C'est ça, ce point bas. Et là, ce qu'on voit un peu en bois, c'est pour protéger des enfants, pour pas qu'ils piétinent les plantes. Après, ça va être retiré, enfin plus bas, quoi. Et ça, c'est justement le fameux espace vert creux. Donc voilà, c'était l'idée de tous les points de végétalisation, on les réfléchit en creux et en même temps, en parallèle, on réfléchit à la désimperméabilisation qui nous donne des surfaces actives en moins. Voilà, c'était pour un exemple concret de comment est-ce qu'on accompagne jusqu'au bout nos communes. Et à côté, on a les personnes morales, on a certaines personnes morales, publiques ou privées, qu'on repère sur notre territoire comme étant des acteurs hyper intéressants à la déconnexion, particulièrement du coup dans le centre-ville de Saint-Brieuc, qui sont les acteurs principaux. Donc ça, c'est les voir un par un, de trouver le bon contact ou qui est un peu référent sur ces sujets-là, arriver à les rencontrer. Et une fois qu'on les rencontre, bah, comme tu disais aussi, Blanche, là, on se pose autour de la table. Ben, en fait, je fais pareil avec les personnes morales aussi, de leur présenter bah, c'est quoi la GIEP, les sensibiliser, et puis derrière d'essayer de récupérer ben, leurs ressources et leurs besoins. D'abord, leurs ressources, est-ce qu'ils ont des services est-ce qu'ils ont des services techniques eux aussi? Est-ce qu'ils ont du matériel? Est-ce qu'ils ont des besoins, dans le sens, est-ce qu'ils ont envie de refaire leur parking, je sais pas, dans quelques années? Est-ce qu'ils s'engagent dans des programmes de transition écologique qui connaissent la GIEP? Est-ce qu'ils sont dans le cadre de la loi APER?
et de dire, bah, tiens, voilà, nous, on peut vous mettre en lien avec l'agence de l'eau. Vous pouvez avoir des subventions pour ce type de travaux, ou voilà, vraiment d'impulser, d'accélérer. Mais d'ailleurs, en général, on fait un tour du site, on fait une visite. On dit, bah voilà, pour des travaux, vous pourrez reprendre globalement votre site, mais des fois, vous avez des déconnexions qui sont faciles avec quelques. Ici, vous coupez simplement vos gouttières, vous avez les services, vous avez l'équipement, vous coupez votre gouttière, vous faites un petit redond, un petit espace. Et c'est ça qui est un peu satisfaisant dans la déconnexion en général, c'est que on vient interrompre le fil d'eau, mais le réseau est toujours existant. Donc on a un peu une non entre guillemets non prise de risque puisque on essaye de dimensionner nos ouvrages en fonction du coup de ces 35 litres par mètre carré qui sont les enjeux demandés par l'agence de l'eau pour la déconnexion et de se dire bah, en fait si on est au-delà et ben on rejoint le réseau on suit le fil d'eau. Et le dernier acteur qui va être justement notre les particuliers. Les particuliers, ben, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont très très nombreux, hein, donc ça fait beaucoup d'interlocuteurs déjà pour commencer. Parce que on va avoir deux types de déconnexion, soit la déconnexion volontariste ou la déconnexion de mise en conformité, comme on parlait Blanche tout à l'heure. Donc ici, on a fait le choix, soit pour ceux qui sont en mise en conformité, donc c'est des fois, comme fait Blanche, d'aller sur place, d'aller essayer de conseiller, puisque nous, on ne veut plus de nouveaux raccordements, donc on demande vraiment à plutôt une déconnexion. Et de sensibiliser aussi nos services de contrôle sur une sensibilisation pour qu'ils arrêtent de parler de mise en séparatif ou alors de puits d'infiltration. Je leur mets j'ai une volonté de le mettre une petite boîte où ils sont obligés de mettre une petite pièce à chaque fois qu'ils disent puits d'infiltration. Euh, et après, et aussi d'intégrer des flyers dans les rapports de contrôle. En fait, chaque fois qu'ils vont contrôler un particulier, et ben à la fin, il y a toujours un courrier pour faire le rapport, qui soit en conformité ou en non-conformité, mais c'est de profiter de cet outil de communication pour intégrer voilà, un flyer pour dire au moins ce que c'est, et que voilà, ça existe la déconnexion, c'est pratiqué, et ils peuvent se renseigner sur le truc. Donc, de façon générale, nous, notre choix avec les particuliers, c'est vraiment la communication au plus large, parce que, enfin, déjà, au moins que il y ait une sensibilisation et qu'une connaissance de ce que c'est ce qui se passe sur le territoire, ce que c'est l'infiltration à la parcelle. Donc voilà, on a ce flyer, une page web développée sur notre site qui va réunir justement tous les guides qu'on a déjà sortis. Et on a la volonté de faire une maquette JF, donc en cours de construction. Et on abonde aussi au niveau des articles, que ce soit sur West France, Telegram, le magazine de l'Agglo, des communes, sur nos réseaux sociaux. Et on essaye de faire des vidéos aussi. Et notamment, je vais clôturer là-dessus parce que la dernière vidéo qu'on a fait, c'est sur les gouttières. Elle est totalement inspirée du guide sur comment découper sa gouttière et du travail qu'a fait Blanche et l'adopteur que Franck a présenté. Donc, bah voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Claire. Et je recommande chaleureusement les vidéos dans lesquelles Claire se met en scène pour expliquer les concepts de l'éponge qui sont hyper pédagogiques et vraiment très sympas. Alors, on a une question qui n'a... Alors, déjà, premièrement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage. Et on a une question, pour commencer, qui n'a rien à voir avec ta présentation, Claire, mais on va quand même la prendre, qui est une question pour Redagio et pour l'Adopta. Avez-vous déjà réalisé des ateliers ou des formations avec les entreprises TP ou paysagistes sur un territoire pour présenter des solutions GIEP en partie privée, un peu à l'instar de ce qu'a fait Mauche Communauté avec les 4 artisans? Alors, nous, côté Redagio, on n'a pas du tout aujourd'hui la capacité de faire ça. Je pense qu'on n'est pas fermé sur le principe, mais Alexis Robert du département de la Mayenne en dessous a fait une réponse que je trouve très intéressante, qui dit oui, il l'a déjà fait. Les questions réglementaires et assurantielles sont déterminantes pour ces rendez-vous et on n'a pas toujours les infos pour l'aspect assurance. Je ne sais pas si l'adopta, c'est des choses que vous faites aussi. Je te laisse remettre ton micro, Franck. Oui, oui.
Donc effectivement, dans le service que je proposais, que je présentais en début de webinaire, je parlais de la formation professionnelle. Et donc effectivement, on a des expériences d'accompagnement d'entreprises de travaux publics. Aussi, vous retrouverez par exemple sur le site internet des fiches de sensibilisation, des fiches techniques sur des zones d'activité commerciale. Je pense en particulier à Lovin-Planck, donc des accompagnements de zones d'activité avec des solutions GDIEP. Donc il y a, oui, effectivement, des expériences d'accompagnement des privés. Oui, on en a pour Adopta, à la fois en termes de formation professionnelle, mais d'accompagnement technique, d'aménagement en zone commerciale ou en zone industrielle. Et pour compléter, nous, on fait des formations aussi pour les professionnels, qui d'ailleurs, on a des formations sur notre territoire qui sont en lien avec les nouvelles constructions qui sont proposées par mon collègue Frédéric Levé sur cette question-là, notamment sur le côté, la rédaction des autorisations de droit des sols en lien avec la GIEP et tout ça. Il faut qu'il y ait une vraie sensibilisation sur les archives, tout ça. Et, et il y a eu enfin, des approches et on a la volonté de faire ça aussi avec les TP pour la déconnexion. Très bien. On a ensuite encore 2 questions. Une première qui demande, est-ce qu'on a une idée du coût au mètre carré de la désimperméabilisation, par exemple, de la cour d'école, avec une ingénierie interne ou par un prestataire? Et ou par un prestataire? Bah on a oui, on a les prix, ouais, du coup. Puisque, mais là, comme ça, je les ai pas de tête. Alors, je connais la personne qui a posé la question, Anne Guillouet de Brosser en communauté. Je peux vous mettre en contact sans souci pour poursuivre Oui, les bien discussions sûr. là-dessus. Ouais, on peut discuter ça, ouais. On a encore une question de Clémentine Gézéquel qui demande pourquoi les mots puits d'infiltration sont-ils interdits? Alors, ils sont pas vraiment interdits, c'est mieux que rien, dirons-nous. Mais c'est que, en fait, c'est un automatisme. Les personnes, que ce soit dans les métiers du TP ou même les collègues, même les délégataires et les contrôles en régie, enfin, ils sont moins sensibilisés aux ouvrages de la GEP, type les noues, la couper sa gouttière, ou voilà, enfin, tous ces ouvrages-là qu'on propose. Et ils connaissent que le puits d'infiltration, et qui n'est pas forcément le plus efficace, puisque on vient concentrer l'eau. Déjà, on crée un ouvrage pour l'eau pluviale, alors qu'avec la GEP, on essaye de se retirer, d'avoir un truc qui soit plutôt multifonctionnel. On concentre l'eau au même endroit plutôt que de la rendre diffuse. Et en plus, on l'enterre, donc avec des moins bonnes efficacités de perméabilité. Donc, le puits d'infiltration n'est pas à bannir, mais il est à se dire que ça devrait être un peu le dernier auquel on doit penser. Et d'abord, on réfléchit sur une infiltration plus de surface. On a encore une question sur, alors dans le cas d'espaces verts ou à désimperméabiliser en point haut, la désimperméabilisation paraît bien plus complexe, voire impossible. Vous préconisez plutôt des massifs d'infiltration sous parking dans ce cas? Question. Faut que je la relise un peu là. Donc, alors, on a un cas d'espace vert. Oui, ouais, oui, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on calcule dans nos potentiels de déconnexion, justement. Parfois, quand on a les espaces verts en point haut, on arrive justement sur des choses qui sont un potentiel moyen, voire même des fois difficiles. Effectivement, c'est à ce moment-là qu'on introduit les massifs d'infiltration ou sous les parkings. Effectivement, c'est tout à fait ce genre de cas où on est obligé d'opérer comme ça. Très bien. Il y a quelqu'un qui demande les liens vers les super vidéos. Alors, je suis en train de chercher sur LinkedIn parce qu'elles sont vraiment Après, vous pouvez formidables. regarder sur le LinkedIn de l'Aglo. Tout à fait, ouais, on va trouver ça. Mais sinon, je ne vois pas d'autres questions. Alors, il y a Amida Ifura qui demande effectivement les coûts de désimperméabilisation des cours d'école. Je ne vais pas créer un appel d'air sur cette demande-là, mais pas de souci, je retrouverai votre mail dans le formulaire d'inscription et puis je ferai la mise en contact. Question de Julien Fauvet de l'agglomération de Vannes. Avez-vous des rétextes de déconnexion de voirie publique? Sinon, serait-il possible d'échanger sur le sujet hors webinaire? Nous, on Voilà. en a un, enfin Claire, oui, pardon, t'en as peut-être, mais nous, on en a un que tu connais, Rosalie, justement à Jalais. On a travaillé en propre, donc. Mais vas-y, Claire, Non, vas-y, Blanche, j'enchaîne après, t'inquiète.
Et ben, nous, sur un projet de mise en séparatif, on s'est dit, plutôt que de mettre classiquement un réseau d'eau usée, un réseau d'eau pluviale, on était sur une tête, on va dire, de réseau d'eau pluviale, une petite antenne dans des rues, des impasses d'ailleurs, où au final, il n'y avait pas un très long linéaire un très long linéaire. Et en fait, à la place d'un réseau d'eau pluviale, on a fait une tranchée d'infiltration. Alors, la tranchée d'infiltration, elle a quand même un exutoire, qui est le réseau pluvial un peu plus loin. Et on a équipé en mesure de débit et en détection de surverse et en hauteur d'eau, au niveau du dernier regard, avant la connexion avec le réseau, pour voir ce que ça donnait, s'il y avait de l'infiltration ou pas. Et pour l'instant, même avec un hiver très pluvieux comme on a eu, on n'a aucun rejet d'eau pluviale vers le réseau. Donc, a priori, tout s'infiltre. Donc, c'est un exemple de déconnexion qu'on a fait en propre, parce que voilà, c'est une maîtrise d'œuvre interne. On est avec mes collègues du bureau d'études qu'on travaille à ça, qu'on fait les plans, etc. Et puis, l'entreprise a bien voulu jouer le jeu de faire ça. Et donc, on va réitérer cet exemple puisque ça fonctionne bien. Et chez nous, en termes de déconnexion de la voirie publique, on a aussi quelques exemples qui ont été faits, soit chapeautés par l'agglo, soit par nos communes, et avec des retours assez intéressants et des visites d'ailleurs, Rosalie, qu'on va organiser en juin là-dessus, quoi. Tout à fait. La communication va bientôt arriver, mais si Mm. vous êtes disponible la matinée du 4 juin, on sera à Trégueux pour visiter effectivement des ouvrages. Qui est un... Euh, Ouais. Non, j'allais juste dire, oui, c'est une voie, enfin, c'est deux voiries justement qui étaient problématiques et souvent inondées. Et donc, la réponse à cette solution, ça a été la déconnexion de la voirie. Et ça a été chapeauté par la commune. Voilà. je ne vois pas d'autres questions. Il est 16h10, on a déjà pas mal dépassé le temps. Mm. Je pense qu'on peut, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être s'avancer vers la conclusion. En plus, je vois que Jean-Jacques Hérin a commencé à dire qu'il y avait beaucoup de règles faites par l'ADOPTA sur le sujet, d'entre autres, des déconnexions de voirie. Moi, j'ai pas forcément de conclusion à dire, sinon qu'on peut tout à fait poursuivre les échanges par mail, que vous pouvez aussi suivre, voilà, les différents événements, différentes manifestations, les différents partages qu'on peut faire sur nos différents canaux de communication. Franck et Jean-Jacques, je ne sais pas si vous voulez Ouais, je faire vais. un petit mot de conclusion. Oui, alors ce sera surtout pour moi un mot pour venir compléter toutes les informations précieuses qu'on a entendues aujourd'hui. Juste peut-être avant, préciser que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, en ce qui concerne le département de la Mayenne, pas hésiter, si vous avez des questions aussi par rapport à la brochure, de vous rapprocher de Alia Alexandre, hein, qui a pris ses fonctions et qui sera présente sur le territoire dès mardi prochain, donc qui sera à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions concernant la plaquette et des sujets peut-être plus techniques. L'autre point, avant de céder la parole à Jean-Jacques pour le mot de la fin, en vous écoutant, j'ai pensé à tout ce travail parfois chronophage qui est d'accompagner les particuliers. Alors c'est pas parfois, c'est forcément chronophage. Donc ça, c'est effectivement un point qui peut être bloquant pour faire avancer la cause de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. En vous écoutant, j'ai pensé à un réseau qui existe, que je vais vous soumettre. Ça s'appelle le réseau Unicité. Et en fait, ça consiste à faire des. En fait, ce sont des jeunes qui sont soit étudiants, soit qui prennent une pause dans leurs études pour faire un service civique et qui pourrait tout à fait correspondre à vos besoins, c'est-à-dire que d'avoir entre guillemets des jeunes qui ont envie de s'engager sur des problématiques environnementales et qui pourraient vous aider à faire des démarches avec les particuliers. Donc voilà, pour éviter de se retrouver un peu isolé en tant que technicien sur de l'accompagnement à des connexions de particuliers, vous avez des réseaux qui existent. Donc je rappelle, ça s'appelle le réseau Unicité, comme ça se prononce. Vous le trouverez facilement sur Internet. Voilà, donc moi j'en resterai là et puis je vais céder la parole à Jean-Jacques pour le mot de la fin. Jean-Jacques, si tu veux bien. Avant Peut-être. ça, je m'intercale entre vous deux. Ah, Il y dis-moi. a quelqu'un qui demande les coordonnées de la personne adoptée à contacter en Mayenne. Alors qu'on l'a dit au début, donc Valentine n'est plus en poste, mais une personne qui va la remplacer est en cours de recrutement, si je ne me trompe pas.
Non, non, du tout, du tout. Elle va arriver justement, c'est ce que je disais. Elle était avec nous sur le webinaire, mais elle a dû nous quitter pour prendre son train. Et donc, elle sera sur place à partir de mardi prochain. Donc, elle sera à votre écoute pour revenir sur ces questions-là. En attendant, peut-être, vous pouvez contacter l'Adopta au siège social à Douai, on vous remettra en relation. Je- Et Alexis du département de la Mayenne a mis même carrément le mail donc, de Alia Alexandre. Donc, Voilà. Bon, bah, super. super. Merci, Alexis. Et donc, Jean-Jacques, si tu es parmi nous. Je suis là, je suis là. Alors merci d'abord de l'organisation de ce webinaire. J'ai malheureusement pas pu assister à la totalité parce que j'étais dans un endroit avec une très très mauvaise connexion et du coup j'ai repris la route pour avoir une bonne connexion pour la conclusion. Merci pour ce webinaire. Merci pour tous ceux qui ont contribué à sa réalisation et à apporter des témoignages. Merci aussi à tous les participants. Euh, Vous le voyez, la gestion des eaux pluviales, qui a longtemps été considérée comme un déchet, devient véritablement une préoccupation de partout, qu'on soit sur la partie domaine public comme sur la partie domaine privé, et avec toute la diversité du domaine privé, entre le pavillon individuel et la zone industrielle, il y a énormément de cas de figure tout à fait différents, mais pour autant, tous ces cas de figure peuvent être et doivent faire aujourd'hui l'objet d'une attention particulière, avec peut-être la difficulté de trouver un argumentaire adapté à chaque cas de figure. Voilà, parce qu'en fait, on ne va pas forcément mettre en avant la déconnexion ou le besoin, le souhait de déconnexion pour les mêmes raisons pour tous les types de publics. En tout cas, il n'y a que des bonnes raisons, quelles qu'elles soient et aussi diverses qu'elles puissent être, pour les collectivités que de favoriser véritablement la déconnexion des eaux pluviales des réseaux d'assainissement, que ceux-ci soient unitaires ou séparatifs. La réglementation qui est en train de se durcir et la transposition en droit français de la fameuse directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, numéro 2, qui sera transcrit en droit français d'ici mi-2027, va avoir des conséquences financières extrêmement lourdes pour toutes les collectivités. Et il faut anticiper cela, il ne faut pas attendre que la réglementation trouve à s'appliquer, je dirais, à la dernière minute. Il faut véritablement anticiper tout cela. On sait où on doit aller, on sait que c'est nécessaire, on sait que c'est utile, et on sait que ça coûtera beaucoup moins cher de faire de la déconnexion que de devoir appliquer la réglementation en 2035 ou en 2045. Voilà, donc si j'ai un seul message à faire passer, c'est celui-là. On connaît l'état des finances publiques et des finances des collectivités territoriales aujourd'hui. Si on ne veut pas qu'elles soient encore bien pires dans 10 ou 15 ans, il faut anticiper sur la gestion des eaux pluviales. Voilà, c'est vraiment, c'est pas pour se faire plaisir, c'est une vraie nécessité et avant tout une nécessité financière. Voilà. Je crois que si vous devez retenir un seul argument, et il y en a bien d'autres, des arguments, hein, ils ont été évoqués, la biodiversité, le cadre de vie, les îlots de chaleur urbains, etc., etc. Mais s'il y en a un seul qui doit être porté, notamment au niveau des élus, c'est une meilleure maîtrise financière. Voilà, en tout cas, Redagio, Adopta et d'autres structures équivalentes sont à la disposition de l'ensemble des acteurs de la ville et de l'urbanisation d'une façon générale. J'aime pas beaucoup dire les acteurs de la ville parce on semble oublier les villages, mais c'est toute l'urbanisation, quelle qu'en soit l'importance. Voilà, tous, on doit être acteurs de cette meilleure gestion des eaux pluviales, encore une fois, qu'on a considéré comme un déchet à se débarrasser pendant 170 ans. Il faut aujourd'hui en faire une ressource et une richesse dont il faut se préoccuper. C'est notre bien le plus précieux. Sacré mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. On a des remerciements dans le clavardage. Voilà. Pour moi, c'est bon.
clôturer la visio. Et je pense je voudrais quand même remercier aussi les participants pour les questions, parce qu'on a quand même été plus d'une centaine de personnes sur la grande majorité du déroulé du webinaire. Et ça, moi, je trouve ça, rien que ça, c'est très éloquent sur l'intérêt pour le sujet. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. À tout le monde.